Bonjour à tous. Là, je vais faire une présentation au nom de SmartWave. On va prendre en fait un petit step back par rapport à ce qu'a présenté Louis, qui a donc fait une présentation d'Axo Intégration, et vous verrez dans la séance ultérieure ce que ça donne dans un vrai projet. Là, globalement, le pari, c'est d'aller un petit peu à contre-courant et de vous expliquer comment choisir un produit d'intégration parmi l'ensemble des produits du marché, et de le faire justement selon une méthodologie qui vous assure que le produit que vous avez choisi, c'est le bon produit pour vous. Donc, globalement, petite introduction. Donc, SmartWave, nous sommes une société spécialisée dans le conseil et dans l'accompagnement technique sur votre fabrique logicielle, Software Factory, pour ceux qui auront traduit la chose. On travaille sur 4 domaines différents, que sont donc l'intégration, mais également la sécurité, le développement et les opérations. Le petit outil qu'on va vous présenter par la suite, globalement, l'idée c'est qu'il se veut assez agnostique, c'est-à-dire que donc, le titre de la présentation, c'est choisir sa plateforme d'intégration. Ça pourrait être aussi choisir son API management, choisir son logiciel qui va permettre de faire du low-code chez vous, choisir son cloud. Globalement, on a tenté de développer une stratégie, un framework qui vous permet d'évaluer de manière haut niveau et objective les logiciels, les solutions du marché, afin de vous permettre de faire un choix éclairé et surtout selon vos besoins. C'est-à-dire que le framework qu'on va vous présenter, l'idée c'est pas de se dire que ok, je fais une comparaison de produits et de toute façon tiens, Axo est premier, un autre est deuxième et ça va s'appliquer pareil pour tout le monde. Non, l'idée c'est de faire une évaluation qui est en rapport avec vos besoins. Donc je vais vous parler de méthodologie, je vais vous parler de stratégie, je vais vous parler de théorie, je vais aussi vous parler de normes ISO. Donc je ne sais pas si c'est très engageant pour vous ou pas, je vais essayer de rendre ça assez interactif. Quoi qu'il en soit, c'est un framework qu'on a expérimenté chez différents clients qui a priori a porté ses fruits, et donc on va vous présenter ça. Donc si ça ne vous dérange pas, je tâcherai de réserver quelques minutes pour des questions à la fin si vous en avez. Alors le plan de la présentation, donc je vais me présenter rapidement. Ensuite, on va revenir un petit peu aux fondamentaux de l'intégration. Ça paraîtra peut-être évident pour vous, mais c'est bien de repartir aussi des bases pour déterminer pourquoi une couche intégration, ça peut être important dans votre système d'information. Ensuite, on va partir sur la définition de vos besoins spécifiques. Quels sont vos besoins spécifiques, justement, parce qu'on en a besoin pour les intégrer dans notre framework d'évaluation. Et également, qui dit framework d'évaluation dit être capable de comparer différents produits. Il n'y a aucun produit qui est parfait. L'idée, ça va être de choisir le meilleur pour vous. Ensuite, l'idée, c'est de les passer dans notre petite moulinette. Donc, on aime bien les standards. Donc, je vous parlais de normes ISO. Là, on va parler de normes ISO de la série 25000, en particulier de la 25010 et 25040. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la théorie. De toute façon, je ne suis pas un spécialiste de la norme ISO. L'idée, c'est de faire une synthèse utile, justement, de ce que produit cette norme. Et ensuite, de vous montrer un petit peu comment on a construit autour de cette norme-là une méthodologie pour évaluer et noter. Noter est en l'occurrence le mot-clé par rapport à ce framework-là. Puisqu'à la fin, ce qui va ressortir, donc on va vous donner quelques exemples de ce qu'on a fait chez des clients. L'idée, c'est de vous ressortir des résultats, après passer de la théorie à la pratique, tout simplement. Et vous permettre justement de voir ce que ça donne, de vous démontrer, je l'espère en tout cas, la valeur ajoutée d'un tel exercice, et potentiellement d'ouvrir les horizons pour la suite. Alors, je me présente rapidement. Donc, Mathieu Caudron, je suis directeur de l'équipe Solutions chez SmartWave. Donc, l'équipe Solutions chez SmartWave, c'est 20 super consultants qui sont répartis dans les 4 équipes que je vous ai citées. On fait aussi chez SmartWave donc Solutions, globalement, ça veut dire projet, avec un début, une fin, un scope, un budget et une timeline. A contrario, on fait également donc, dans notre équipe sœur, l'équipe engineering, de la délégation pure, en l'occurrence. Quand un client a besoin de quelqu'un à temps plein sur un sujet donné, c'est des choses qu'on fait également, mais les modes de delivery sont totalement différents, l'approche est totalement différente, donc c'est pour ça qu'on a des équipes.
Et toujours dans ces 4 domaines, que ce soit côté solution ou engineering, on est donc sur l'intégration, le développement, la sécurité et les opérations. Alors, partons directement dans le besoin de ce qui fait l'essence même de l'existence de l'intégration dans notre domaine. Il y a toutes les chances, si vous n'avez pas de couche d'intégration, on va voir ce que ça veut dire après, que votre système d'information puisse ressembler à ça. Donc globalement, on parle de différents logiciels qui, à un moment donné, de toute façon, vont avoir besoin de parler, que ce soit pour faire des requêtes, que ce soit pour échanger de la donnée. Donc, je vais pas revenir sur les use cases que Louis a évoqués. Globalement, c'est un petit peu tout ça. Sauf que quand on fait du gré à gré, quand on les intègre en direct, ça fait quelque chose d'assez imbuvable, une sorte une sorte de plat de spaghetti, de ce que vous l'appelez comme vous voulez. Et surtout, c'est quelque chose qui pose d'immenses problèmes quand on arrive à quelque chose comme ça. Déjà, là, vous voyez, il y a un nombre assez restreint d'applications. C'est relativement intuitif de se dire que plus j'en ai, plus ça va augmenter, et en plus, ça augmente de manière exponentielle. Donc, ça devient simplement ingérable. Ce que vous allez avoir aussi, c'est de la complexité réseau, parce que potentiellement, si vous n'avez pas de couche d'intégration qui sert aussi à fédérer de la sécurité, la sécurité, vous allez la mettre au niveau du réseau, à savoir, si je veux tirer une liaison, je vais ouvrir un flux. Donc autant vous dire qu'un flux égale une ligne bleue, ça vous fait des règles firewall qui sont ingérables. Vous allez avoir potentiellement aussi au niveau de la sécurité des principes édictés par la sécurité qui sont jamais implémentés et surtout c'est pas vérifiable. C'est-à-dire que si la sécurité vous dit faut des clés de cryptage, il faut crypter vos échanges at rest et en transit et puis être sur du TLS 1.2, c'est des choses par exemple quand on tire des fils comme ça qui ne se passent jamais parce que quand on fait des intégrations gré à gré, c'est comme dans un circuit électrique, on va toujours au plus court et le plus court en général c'est la sécurité qui trinque. Et puis globalement en termes de traçabilité, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que vous avez la traçabilité, vous l'avez au niveau du consommateur et du producteur, mais vous l'avez absolument pas de manière centrale, donc vous ne pouvez pas avoir de vue sur votre système d'information. Donc, globalement, c'est ingérable. On peut se dire que ça marche à 2-3 applications à partir d'un certain nombre. Ça ne marche plus. Évidemment, là aussi, donc on pourrait se dire qu'on peut survivre avec une approche comme celle-là. Le problème, c'est que on a tous un temps limité dans nos journées et avoir un paysage un petit peu comme ça veut aussi dire avoir une charge de maintenance et des problèmes qui vont fatalement augmenter. Donc vous allez passer de plus en plus de temps, voire la majorité de votre temps à faire de la maintenance et à régler les problèmes qu'à faire le métier pour lequel normalement vous êtes payé. Donc globalement, vous allez aussi perdre en productivité. L'essence même des couches d'intégration est de résoudre ces problèmes-là. Donc je vais vous montrer une architecture de référence après qui sera un petit peu plus parlante, mais l'idée c'est de résoudre ce problème-là. Donc les types de produits qu'il y a dans l'intégration, donc on a parlé de plateforme d'intégration avec Louis. Donc vous avez de l'API management, de l'ESB, des message brokers, des queues, donc il y en a d'autres, c'est pas exhaustif. Et globalement, ces types de produits, vous pouvez les trouver sur des modes on-premise, SaaS ou hybride, voire un petit peu tout. En l'occurrence, Axway fait un peu tout. Et plus votre système d'information va être complexe, plus vous allez avoir une combinaison de ces produits. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine taille, vous n'allez pas avoir juste un API ou juste un ESB, vous allez avoir une combinaison de tout ça parce que vous allez simplement en avoir besoin pour que ça fonctionne. Donc, la couche d'intégration, globalement, c'est ici qu'elle va se trouver. Donc, à gauche, vous avez les consommateurs, à droite, vous avez les producteurs. Donc, les applications de gauche vont récupérer les informations qui sont à droite. Et globalement, ça peut s'inverser, un producteur peut devenir consommateur, mais l'idée c'est que pour fédérer tout ça, pour justement éviter ces intégrations gré à gré qu'on a vues sur le diagramme d'avant, on va y insérer ce qui est en vert ici. Donc là encore, c'est pas exhaustif, mais globalement, on peut avoir des couches dites d'intégration et d'API qui vont se compléter et qui vont être capables justement de centraliser tous ces flux-là et de résoudre tous les problèmes qu'on a édictés juste avant. L'intérêt également, c'est que ça va s'intégrer nativement avec les blocs bleus que vous avez très probablement chez vous, à savoir un endroit où vous stockez les logs. J'imagine que vous avez tous une stratégie pour loguer ce qui se passe, vos métriques également.
et un identity provider. Je ne prends pas trop de risques en me disant que vous en avez un. Et l'intérêt, c'est que ces couches d'intégration-là vont permettre de s'y brancher directement, en particulier en termes de sécurité, et donc d'avoir une politique de sécurité qui peut être drivée par l'identity provider et qui ne le sera pas par le réseau. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, je dis juste que je l'ai vu dans le passé et que ça fait des choses qui sont absolument imbuvables. Ça peut se compléter, bien évidemment. Donc, passé cette théorie, on va passer justement plutôt à notre méthodologie. On va rester sur la théorie quand même. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais globalement, quand on fait ces démarches d'accompagnement des clients, on est dans une démarche d'adoption. Donc l'adoption, c'est de se dire, j'ai un besoin d'intégration, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est-à-dire que c'est pas, je décide que j'ai besoin d'intégration et ça marche. C'est des produits qui sont quand même qui sont très très complexes parce que ça tente de résoudre un problème qui l'est par ailleurs. Donc ça nécessite d'avoir une stratégie. La méthodologie qu'on propose, elle est donc en 4 étapes. La première, ça va être simplement de déterminer de quel produit vous avez besoin et de faire le choix du produit. Donc vous aurez deviné que c'est là que notre méthodologie va s'appliquer. En deuxième, globalement, vous avez choisi votre produit, vous avez acheté vos licences et donc vous allez préparer la première application. Pour préparer la première application, ça veut dire qu'il faut faire une revue d'architecture. Comment va s'intégrer le logiciel, la plateforme d'intégration que je viens d'acheter dans mon système d'information? Ça ne s'invente pas. Quelle sera la gouvernance cible? Donc, quelles seront les personnes impliquées? Là encore, c'est une brique supplémentaire dans votre système d'information, donc elle nécessite une gouvernance. On a besoin de déterminer qui sera responsable, qui seront les utilisateurs, qui seront les bénéficiaires. Et on a également besoin de déterminer quelle sera la première application, parce qu'il en faut toujours une. Il y a toujours une première intégration. Alors, en l'occurrence, sur Swiss212, vous aurez l'histoire de cette première intégration qui vous sera racontée par Guillaume et Nicolas. Et donc, l'idée, c'est qu'à la fin des phases 1 et 2, la théorie, elle est terminée, on est tout prêt, on peut passer à l'exécution. Donc 3, globalement, on passe là pour le coup de la théorie à la pratique, à savoir, on installe, on fait le premier pilote, et on est en production. C'est-à-dire qu'à la fin de la phase 3, globalement, vous avez votre première application en production, vous allez potentiellement rencontrer des difficultés, des choses que vous n'aviez pas anticipées, mais ça vous permet derrière de passer à la phase 4 où vous allez industrialiser la chose, parce que ces logiciels-là n'ont d'intérêt que s'ils sont utilisés à large échelle. Si vous les utilisez pour faire une intégration, ça ne sert à rien. Ça paraît juste évident. Donc, ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va vous décrire ici, c'est dans la phase 1, donc Understand and Align, donc choisir le bon produit. Vous pouvez aussi sentir le fait que choisir le bon produit, ça va avoir des impacts sur l'ensemble des phases d'après. L'idée, donc, c'est de choisir le bon produit, parce que ça va être super structurant. Pour choisir ce bon produit, vous avez 2 choix. Soit, globalement, vous arrivez vers l'intégrateur ou vous le faites vous-même, mais le choix, il est fait. Soit vous souhaitez déléguer ou vous faire accompagner dans le choix de ce produit. Pourquoi ? On peut penser à plusieurs scénarios. Le premier, c'est que chacun son métier. Vous managez l'IT de votre entreprise. Potentiellement, l'intégration, vous n'êtes pas spécialiste. Nous, on l'est. On n'est pas spécialiste de tout, mais ça, pour le coup, on sait faire. Donc, c'est aussi une garantie de se faire accompagner par des gens qui savent faire. On peut également se dire que c'est toujours bien à un moment donné de ne pas être jugé parti. Donc de ne pas faire le choix soi-même et de se dire que c'est le bon choix, mais plutôt d'avoir un choix qui est confirmé par des tierces parties. Le coup de tampon, si je puis dire, le coup de tampon de la tierce partie. Et enfin, quelque chose qu'il faut absolument éviter, parce qu'on l'a vu dans le passé, ça fait toujours très mal, c'est se dire qu'on a fait le mauvais choix et qu'il faut changer. Donc là, globalement, on repart à la phase 1, et ça fait assez mal en termes de coûts et en termes de fierté. Non, c'est jamais bon de se dire qu'on a fait le mauvais choix, parce qu'effectivement, c'est extrêmement impactant pour le système d'information et pour les équipes également qui vont l'exploiter. Je vais prendre certains exemples justement d'Axway intégration et de concurrents pour vous dire, pour justement illustrer ce propos-là. Également, quelque chose aussi qui paraît peut-être évident, mais qui me semblait important de répéter, c'est que il ne faut pas faire ce genre de choix au feeling. C'est-à-dire qu'il va falloir opposer les opinions qui ont vraiment lieu à l'affectif, qui ont lieu de se dire tiens, ce produit il est vachement bien, plutôt que les faits qui démontrent au final que ce produit est adapté à vos besoins. Dans nos vies, de manière générale, on est à peu près tous drivés par nos opinions, par l'affectif. On fait rarement une étude très précise de l'ensemble des
de l'ensemble des critères avant de faire un choix. C'est assez naturel. C'est quelque chose, en revanche, qu'on déconseille très fortement quand il s'agit de choisir un produit tel quel. Là, pour le coup, il faut s'appuyer sur des faits. C'est pour ça que je vous ai parlé de normes ISO, de méthodologie, de théorie, parce qu'on considère que cette théorie, elle est nécessaire. Pour éviter de se dire qu'on va faire un choix sur la base, par exemple, des 4 phrases là, que j'ai citées, que j'ai entendues à un moment donné dans ma carrière, et qui, finalement, font que le choix qui est fait derrière ne fait pas l'unanimité non plus. Donc, ça peut créer quelques problèmes. Donc on insiste très fortement sur l'importance d'éviter les biais. Alors là, je vous ai parlé de faits, je vous ai parlé de liste de produits. Sur une utilisation donnée, vous allez me dire, je connais, hein. Il y a déjà le Gartner et le Forrester qui font ça, et ils le font très bien. On a l'audace de penser qu'on va un petit peu au-delà de ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, par exemple, on est sur le Gartner des solutions d'API management qui existent sur le marché. Donc là, on est sur Q3 2023, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc on voit qu'Axway, Apigee, IBM, Mulsoft sont globalement des bons produits. On peut sans trop de risque se dire qu'Axway est meilleur que Broadcom ici, puisque c'est globalement des diagonales opposées. En revanche, là où on ne va pas dans le détail, c'est que c'est une évaluation qui est assez générale. On ne sait pas non plus comment elle est faite, hein. On fait juste confiance au Gartner et au Forrester, et globalement, je ne vais pas dire qu'ils ont tort. Néanmoins, on parlait tout à l'heure justement d'un exemple sur du SaaS, de l'hybride, de l'on-prem. Ça, c'est des besoins qui peuvent être extrêmement structurants. Ça peut même être des contraintes à l'heure du choix de votre plateforme d'intégration. Vous ne l'avez absolument pas ici. Par exemple, si à un moment donné, vous vous dites « Tiens, je vais aller sur AWS, c'est vachement bien », AWS, si vous voulez déployer une gateway on-prem, ça n'existe tout simplement pas. Chez Azure, par exemple, si vous voulez un control plane on-prem, ça n'existe pas. Donc en fait, ce genre de petit détail qui peut être extrêmement structurant chez vous, parce que potentiellement vous avez une politique purement on-prem et vous ne voulez absolument pas que des flux sortent de chez vous, ça va d'ores et déjà éliminer pas mal de produits. Donc cet outil-là, en tout cas le Gartner et le Forrester, nous on l'utilise pour sélectionner justement la liste de produits qu'on va évaluer. On connaît quand même un petit peu notre métier, comme on vous le disait. Donc on va pouvoir vous guider dans le fait, dans la sélection justement des produits que vous voulez évaluer. Donc c'est en ça justement que les besoins spécifiques vont rentrer dans le jeu, parce que nous, ce qu'on va faire, ce qu'on ajoute à cette approche-là, c'est la couche de besoins spécifiques et une évaluation notée, qu'on va vous montrer après, qui va vous permettre derrière de classer selon votre classement, pas selon le framework du Gartner et du Forrester, mais selon votre classement, quel est le meilleur produit pour vous. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Notre méthodologie d'évaluation, donc, elle est basée sur les normes ISO 25010 et 25040. Globalement, les normes 25000, c'est des normes qui vous permettent d'évaluer la qualité d'un logiciel. Petit aparté, donc la 25010, elle vous décrit le framework d'évaluation. La 25040, elle vous décrit comment évaluer. C'est du vocabulaire ISO, je ne vais pas rentrer dans le détail moi-même, ça me donne mal à la tête. Néanmoins, ce que ça propose, en fait, c'est des catégories d'évaluation. Là, vous voyez qu'il y en a 5 qui ressortent. C'est des catégories qu'on a choisi de combiner parce qu'à notre sens, elles sont complémentaires et donc on est passé de 12, je crois, à 12 proposés par la norme ISO à 5 qui, selon nous, selon notre expérience, suffisent à évaluer la qualité d'un logiciel pour vous. Donc, functionality, globalement, quelles sont les fonctionnalités disponibles sur la plateforme d'intégration. Sécurité et compatibilité, globalement, donc comment les politiques de sécurité vont être gérées au niveau de la plateforme. Donc ça veut dire par exemple, est-ce que ma plateforme elle sait parler le TLS 1.3, est-ce qu'elle sait parler le Kerberos, le petit mot-clé en général qui fait toute la différence quand on choisit une plateforme d'intégration. Performance efficiency et portability, donc ça va être la capacité à scaler horizontalement, verticalement, à quel point par exemple j'ai quelque chose qui est containerisé, à quel point donc, je vais être capable de passer à 1, 2, 3 nœuds, donc est-ce que c'est stateless, est-ce que c'est stateful, ce genre de choses-là. La maintenabilité, donc là ça va être la charge de maintenance dont je vous ai parlé plus tôt, à savoir à quel point avoir cette nouvelle brique chez moi, ça va impliquer du travail en plus. Donc est-ce que les patchings sont bien gérés par exemple. Donc évidemment quand on est en SaaS c'est beaucoup plus facile qu'on-prem parce que globalement c'est délégué. Vous avez également là-dedans la particularité du low-code versus
le développement spécifique. Par exemple, une fonctionnalité qui peut être le fait d'avoir des customisations Java qui sont extrêmement poussées, par exemple, ça va venir à l'encontre de la maintenabilité parce que globalement, vous allez vous les traîner, ces intégrations Java par la suite. Donc globalement, la customisation va aller à l'encontre de la maintenabilité. Et enfin, usability, parce que tous les produits qu'on vous propose ont des interfaces utilisateurs. Alors on pourrait se dire en tant que technique que les interfaces utilisateurs, c'est pas trop grave. À vrai dire, c'est quand même très important dans une démarche d'adoption à l'échelle de l'entreprise, parce que vous allez avoir des utilisateurs finaux, vous allez avoir des développeurs, potentiellement des business qui vont accéder à votre catalogue d'API, donc c'est important qu'ils présentent bien quand même. Ce que ne propose pas la norme, c'est une autre petite verticale, le pricing par exemple, qu'on rajoute volontiers dans ce framework d'évaluation, parce que globalement, si j'ai le produit idéal qui me coûte 50 millions à l'année, il ne me sert à rien globalement. Donc c'est un exemple parmi d'autres de critères qu'on peut rajouter en plus. Le pricing revient assez souvent, pas tout le temps. Des fois, on a des clients qui n'ont pas ce critère-là, ils veulent juste le meilleur produit. Mais quoi qu'il en soit, c'est des choses qu'on s'autorise en tout cas à rajouter dans ces critères d'évaluation. Alors comment on fait ? Globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler à toutes les personnes qui vont être utilisatrices ou bénéficiaires de cette plateforme-là. Donc là, ce n'est pas exhaustif, hein. On parle de la Sécu, qui globalement va dire je voudrais que ça se passe comme ça dans mon système d'information. Les développeurs, le CTO, potentiellement les business users, qui vont en fait vous parler de deux choses. À la fois les exigences, donc ça c'est s'ils ont une vision assez précise de là où ils veulent aller, ou alors globalement, ils vont dire ce qui ne va pas, donc les pain points. Ils vont dire ça, à chaque fois qu'il y a un développeur qui réalise un truc, ça casse d'un côté. Mes régressos sont ingérables, j'ai pas d'automatisation. Du coup, quand je fais un déploiement, ça met 3 jours à être mis en prod. Bref, tout un éventail en fait de cas que vous avez peut-être déjà rencontrés chez vous. L'idée en fait, c'est de faire cette séance de recueil de besoins. Nous derrière, on va tout synthétiser pour justement en sortir cette liste de besoins spécifiques dont je parlais plus tôt. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être de déterminer les X produits, les Y produits ici du benchmark. Il en faut minimum 2, bien évidemment. Après, il n'y a pas vraiment de limite au nombre de produits que vous voulez évaluer. Donc là, la stratégie, ça peut être de se dire, je prends les top notch du marché, donc je prends tout ce qui est en haut à droite du Gartner. Ça peut être aussi de vous dire, tiens, j'hésite entre une approche hybride et une approche full on-prem, parce que globalement, j'ai une culture totalement on-prem, mais je veux commencer à mettre la main dans l'hybride, voire dans le SaaS. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le mettre dans le benchmark ? Par exemple, en termes de pricing, les modèles de pricing d'une solution comme Azure, par exemple, pour ne citer qu'elle, versus les solutions d'Axway, ne vont pas être les mêmes. Donc en fait, ça peut être aussi intéressant de se dire, OK, je essaye de faire une projection budgétaire sur mon utilisation, sur un API Manager, par exemple, une plateforme d'intégration, qu'un modèle de pricing d'un côté, sur Axway ou un autre concurrent qui en a une autre, pour sortir derrière simplement une note. Et l'idée derrière, c'est de tout combiner. Donc nous, on va vous sortir aussi une liste de besoins qui revient tout le temps. Il faut qu'on serve à quelque chose quand même. L'idée, c'est pas juste de vous fournir une boîte à outils et puis que vous la remplissiez tout seul. Il faut qu'on vous accompagne quand même. Et à la fin, on va ressortir donc une liste que je vous présenterai par la suite. Donc je vous parlais d'exigences et de pain point. En l'occurrence, un petit exemple. Le petit exemple ici, c'est que un pain point, ça peut être que, comme je vous le disais, il y a eu une régression, j'ai eu un déploiement qui est passé et depuis j'ai une erreur 500. Potentiellement mon contrat d'interface sur mon API il a changé. Donc nous, en fait, toutes ces doléances-là, toutes ces plaintes, si je puis dire, on va les transformer en ce qu'on appelle un item. Alors je vais parler de domaine de critères et d'items. Donc là, c'est un item qui se veut binaire. On va y revenir ici, mais c'est existence ou non d'une fonctionnalité de versionning. Donc la fonctionnalité de versionning, en l'occurrence, là, elle ne va pas résoudre tous vos problèmes, elle va simplement vous aider, vous guider dans le fait d'avoir des bonnes pratiques pour éviter que ce pain point ne se présente de nouveau par la suite. L'exigence, ça peut être le fait que vous ayez une politique que vous souhaitez voir appliquée. Donc vous avez déjà la vision. Donc là, en l'occurrence, l'ensemble de mes déploiements passe par une CI/CD unique parce que j'ai déjà une couche d'automatisation et que je veux que cette nouvelle brique s'intègre dans cette couche d'automatisation qui est déjà existante. Donc là, ça va être existence d'une API qui permet globalement de faire exactement ce que je veux depuis une API, tout comme je le ferais depuis une interface. Donc globalement, automatiser tous mes déploiements. J'arrive à la dernière slide qui est promis
la dernière avant de passer à quelque chose d'un petit peu plus concret. Donc là maintenant on passe à ce qu'on appelle, on passe à notre moulinette, mais il y a d'abord en fait un petit exercice à faire qui est un classement par ordre d'importance de vos exigences et de vos pain points, donc de tous les items. Globalement, il faut faire l'effort de se dire qu'est-ce qui est indispensable versus qu'est-ce qui est souhaitable. Donc indispensable, globalement, c'est un must-have, je ne peux pas vivre sans. Et souhaitable, c'est un nice to have, globalement, et vous pouvez vivre sans même si vous souhaiteriez l'avoir. Là encore, ça me paraît c'est assez évident comme explication. Simplement, on peut aussi avoir le biais de se dire je veux que tout soit indispensable et c'est comme ça que je vais noter. Sauf que si tout est indispensable, globalement, la pondération, elle ne sert à rien. Donc c'est vraiment important aussi d'avoir un petit peu ce recul et on vous aide dans cette démarche-là pour classer ce qui est indispensable et ce qui est souhaitable. Et globalement, il va y avoir les besoins généraux et les besoins spécifiques et on va tout classer. Je le disais et je le répète, la clé aussi, c'est que les items puissent être binaires. C'est soit vert, soit rouge. C'est soit 0 ou 1. Il ne faut pas en fait que ces transformations de pain point et d'exigence en items, donc en solution, puissent être interprétées. Il faut que ce soit vert ou rouge, sinon ça ne marche pas. Et donc l'idée, c'est que derrière, un critère, c'est la somme des items en indispensable et en souhaitable, donc la somme des notes 0 ou 1, sur le maximum est multiplié par 5, histoire que la note soit sur 5 et un peu plus lisible, parce que quand on est entre 0 et 1, c'est quand même pas très joli. Donc cette méthodologie, au final, nous, partenaires Axway et partenaires d'autres éditeurs logiciels, c'est aussi notre vœu d'honnêteté, si je puis dire, pour évaluer quelle est pour vous la meilleure solution logicielle. On ne choisit pas nos partenaires par hasard non plus, donc très souvent Axway et nos autres partenaires arrivent au haut du classement, et on ne se risquerait pas non plus à vous proposer un logiciel qui n'est pas pour vous. Néanmoins, on insiste sur cette méthodologie-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est neutre. Parce qu'on fait la chose avec vous. On ne va pas vous orienter pour vous dire non mais c'est super important telle fonctionnalité parce qu'elle est proposée par Axway, c'est pas le but. Et surtout vérifiable et opposable. L'intérêt c'est que le framework, une fois que vous avez tout qui est classé le recueil du besoin et que vous avez juste à passer la moulinette, si c'est fait par SmartWave ou si c'est fait par en gros une société tierce qui a les mêmes compétences que nous, les mêmes connaissances, ça donne exactement le même résultat. Donc c'est aussi une garantie de notre part qu'à un moment donné, quand une note sort, c'est quelque chose qui est très engageant pour nous. Et de toute façon, la Suisse romande, vous le savez très bien, c'est tout petit, une réputation, ça se fait très vite. Donc on n'a aucun intérêt, nous, de toute façon, à biaiser le choix pour vous. Allez, fin de la théorie. Donc ces exemples sont tirés d'exercices qu'on a pour information. Cet API Manager, au final, ce besoin d'API Manager combinait des besoins généraux, par exemple, le fait de pouvoir parler l'hôte et l'API key à la fois côté frontal et côté back-end, ce qui est relativement classique, mais pas toujours rempli par tous les API Managers. Et aussi, par exemple, là, la capacité d'intégration multi-IDP par défaut. Alors ça, si on lit un petit peu le truc, on se dit c'est forcément un besoin du client parce que parler de domaine, critères, items. Donc les items, c'est les deux trucs qui sont à droite et qui globalement sont binaires. Les critères, ça va être les agrégations par catégorie, par sous-catégorie si je puis dire. Et tout ça va se retrouver dans le domaine de la sécurité. Donc en fait, tous ces items-là, ici, c'est la deuxième colonne en partant de la droite, et ce qui est nice to have, c'est la première colonne en partant de la droite. Donc on est vachement plus fourni quand même sur la colonne en CoF3 qu'en CoF1. L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer la chose, mais après, c'est le client qui décide aussi. Limiter le trafic, donc à éviter justement les DDoS par exemple, éviter des choses qu'on ne souhaite pas. Et en fait, on est allé un petit peu dans le détail des capacités de throttling d'une gateway. Donc déjà, on peut prendre le composant technique en lui-même et se dire, est-ce qu'à l'échelle d'une gateway, j'ai une capacité de throttling ? En général, quand on a
cette configuration-là, c'est pour protéger son infrastructure. C'est éviter de se dire, bah, tiens, je vais avoir 1 giga, 10 gigas par seconde qui vont passer, ça va mettre mon réseau à terre. Vous avez la capacité de throttling ici via l'authentification, API Key Tenant. Si on lit un petit peu à travers, ça veut dire monétisation, ça. Globalement, beaucoup de nos clients, beaucoup de nos clients commencent à se tourner vers la monétisation de services internes qui seraient exposés vers l'externe. Et bah pour ça, en fait, globalement, ils vont vendre des choses. Donc ça veut dire, bah tiens, pour 100 francs, je te donne 5000 appels. Donc à un moment donné, il faut être capable de les compter et il faut être capable de dire, bah au bout de 5000, ça répond plus. Soit, vous avez 2 choix, soit la logique elle est au niveau de la gateway, soit elle est au niveau de votre applicatif. L'idée c'est d'en mettre un maximum au niveau de la gateway, et donc c'est pour ça que ce critère-là était important pour le client. Et ensuite, capacité throttling à l'échelle d'un atome de la gateway, donc d'une application, d'une API, de tout ce qui constitue au final le catalogue d'API d'une entreprise. Et vous voyez que globalement, bah là, il y a la monétisation, elle n'était pas là. Donc la capacité throttling par type d'authentification, donc par client globalement. Donc si on compte, globalement, toutes les cases de gauche, elles valent 3, parce que c'est coF3. La case de droite, elle vaut 1, donc c'est une note sur 7. Et malgré le fait qu'on ait 2 trucs en vert et un truc en rouge, bah on est à 4 sur 7 fois, soit 2,85 si on pondère sur une note sur 5. Donc c'est globalement l'exercice qu'on va faire. Donc là, je vais faire une approche bottom-up. Je vais vous dire ensuite comment on synthétise tout ça. Mais l'idée, c'est que on vous fournit, donc pour chaque produit, ça on le fait sur l'ensemble des produits sélectionnés, avec la justification, la documentation qui va avec. Et donc en fait, derrière, on fait tout ça. Ça nous permet d'agréger, donc là encore, pour un produit donné, une note globale sur la sécurité. Donc là, en l'occurrence, cet API Manager qu'on a évalué en termes de sécurité par rapport à l'ensemble des items qui étaient listés pour le client, il est à 3,82. Donc ensuite, si on fait... Alors j'ai caché quand même, parce qu'il faut garder un petit peu de secret, je ne vais pas vous dire qui était noté 3,82. D'ailleurs, pour les yeux les plus aguerris, vous voyez que le 3,82, il ne ressort pas ici. Ah non, c'est normal qu'il ne ressorte pas ici. Mais globalement, là, j'ai fait l'exercice depuis 2 clients différents. Mais globalement, l'idée, c'est ensuite de faire une comparaison. Donc là, vous voyez qu'en termes de sécurité, par exemple, les résultats peuvent être assez hétérogènes. Et c'est l'intérêt, justement, du choix des items derrière, du choix de vos spécificités. Alors, l'idée, c'est que ça crée un petit peu... ça crée de l'hétérogénéité pour que vous ayez un choix à faire. Si tout le monde est à 4, ça ne sert à rien. Et donc là, vous voyez par exemple que les 2 de droite, donc avec des beaux 0,5 et des 0 sur l'authentification et le niveau de sécurité, alors sont quand même des mauvais élèves par rapport aux items qui sont listés. Et vous voyez globalement, les 3 de gauche, ils s'en sortent plutôt bien. Et vous voyez qu'il n'y a aucun produit qui est vraiment parfait. C'est pour ça justement que cet exercice est intéressant, voire indispensable pour nous, parce que au-delà du choix, ça vous permet aussi de voir quelles sont les qualités et les limites de chaque produit que vous allez sélectionner. Donc là, je fais une approche bottom-up, comme je vous le disais. Donc là, on va synthétiser à l'échelle de l'ensemble des produits. Et là, on arrive avec une note par domaine et une note également, une moyenne globale. Donc là, notre grand vainqueur, c'est le 3e, c'est item numéro 3. Donc c'est forcément numéro 3 qu'on va choisir. Pas forcément. Si on regarde un petit peu les différents domaines, en l'occurrence, vous voyez que numéro 2 et numéro 3 sont vraiment pas loin. Et numéro 2, globalement, il avait construit une avance qu'il a totalement perdue sur usability. Donc globalement, la qualité de ses interfaces utilisateurs l'a vachement pénalisé sur la fin. Pour autant, derrière, c'est à vous de choisir si c'est un critère qui est suffisamment important pour mettre derrière toutes les qualités qui sont listées juste avant, ou si effectivement c'est numéro 3 qui est votre grand vainqueur. Donc l'idée, c'est que ça laisse toujours quand même une certaine place à l'interprétation, mais au moins vous avez des notes ici. On se risque à donner des notes sur des produits, ils sont la plupart excellents. Mais vous voyez par exemple que là on a quand même un petit outlier statistique, à savoir que le 5e produit ici, en fait on sait que c'est pas celui-là qu'on va choisir. Parce que autant il y en a 4 qui sont plutôt bien placés, autant le 5e on sait que c'est pas pour nous. Donc là, si je vous fais un petit peu de teasing, les 5 produits qui étaient, et je ne vous dirai pas lequel est lequel, les 5 produits qui étaient évalués, c'était Apigee, Mulsoft, WSO2, Axway et Gravity. Donc cette méthodologie, globalement, on peut y faire différentes variations, parce que
Je dis pas, c'est pas gravé dans le marbre, hein, c'est quelque chose qui peut être adapté en fonction de vous. On a parlé de CoF3 et de CoF1, bah, potentiellement c'est CoF4, CoF1, c'est CoF2, CoF1, donc ça c'est à vous de décider également à quel point le nice to have vaut plus que le must have, vaut moins en l'occurrence. Intégration d'un critère de handicap, bah là vous voyez qu'il y avait un truc en rouge au niveau de mon throttling, donc ça me compte 0, mais on peut aussi avoir des notes négatives comme dans les dictées quand on était à l'école, hein, où on se retrouve avec un -20 potentiellement. C'était pas mon cas, promis. Donc c'est aussi en fonction de votre perception. Alors, normalisation des moyennes à l'échelle des éléments et non des domaines. Derrière ce petit truc un petit peu imbuvable, globalement, c'est l'idée de se dire que sur le framework précédent, la qualité des interfaces utilisateurs, ça comptait pour 3 items. La sécurité, ça comptait pour 15. On a fait en sorte, parce que c'était aussi une discussion préalable, de se dire que la qualité des interfaces utilisateurs et la sécurité ont en fait la même importance dans l'évaluation. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc globalement, on peut aussi induire des pondérations en se disant que la sécurité, c'est plus important que les interfaces utilisateurs. Et également, intégration de domaine tiers à la norme. Donc là, ce que je vous ai montré, il n'y avait pas de notion de pricing parce que ce n'était pas demandé, ce n'était pas un critère. Mais si on avait eu une notion de pricing, bah, ça aurait, là encore, probablement changé les notes. Parce que je vous ai parlé de Mulsoft, par exemple. Mulsoft, en termes de pricing, il n'aurait pas eu une bonne note. C'est un bon produit, mais il est cher. Et donc, j'en ai fini. Globalement, donc, l'idée, c'est aussi de se dire qu'on peut appliquer, comme je vous le disais en préambule, cette méthodologie, pas uniquement à l'intégration, donc à API Management, aux plateformes, mais globalement à l'ensemble des logiciels qu'on intègre. Nous, on est un intégrateur, on travaille avec des partenaires, donc c'est quelque chose qu'on peut faire sur différents domaines. En tout cas, on vous propose ça. Donc j'ai essayé de vous convaincre de la valeur ajoutée. Donc là, je vais aussi finir sur notre nouvelle identité visuelle parce qu'elle est plutôt sympa, mais aussi pour vous parler du coût. Le coût d'une telle évaluation qui, à notre sens, peut avoir de l'intérêt parce que le document que je vous ai présenté a ensuite été présenté au CIO. Donc c'est à l'heure du choix, ça peut être intéressant de se dire voilà les conclusions, quel choix on fait. C'est aussi de se dire que le coût est relativement limité. Sans prendre d'engagement, parce que je ne suis pas là pour vous parler de pricing, mais sur une démarche d'adoption totale, donc des phases 1 à la fin de la phase 3, donc, où on est en production, cet exercice représente entre 1/10 et 1/20 du coût total d'adoption. Donc c'est quelque chose qu'on considère être un investissement qui peut avoir de la valeur pour vous. Donc en tout cas, si jamais vous considérez que c'est le cas, n'hésitez pas. Et j'espère que ça vous aura parlé et pas trop ennuyé. Merci beaucoup.